Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Imagine, t'as un restaurant qui fonctionne, tout roule à peu près, tu te sens fort. Tu es tenté de multiplier ton concept et de monter une franchise. Imagine, t'as un petit capital, t'as toujours eu envie d'avoir ton restaurant, t'es bon pour opérer une affaire, mais t'es pas certain d'avoir l'idée d'un concept qui tient la route. Tu es tenté d'acheter une franchise. Aujourd'hui, on reçoit un expert reconnu dans ce domaine. Il conseille les réseaux de restaurants pour planifier et accompagner leur croissance. Il nous parle de ses expériences et va, peut-être, te donner le goût de vous lancer dans l'aventure de la franchise. Aujourd'hui, c'est Stéphane qui est dans le jus. Bonjour Stéphane. Salut. Salut Stéphane. Alors, bonjour Salut. une deuxième fois pour les auditeurs et les auditrices qui ne savent pas. Stéphane, on l'avait déjà fait, mais c'était les frais de notre apprentissage en podcast. On a tout foré. Donc là, il a pris le temps, il a été généreux, il a pris le temps de revenir avec nous. Merci pour ça. De rien. Alors Stéphane, on se connaît un petit peu. Mhm. Nous, est-ce que tu peux nous dire, en fait, la première question après avoir écouté l'introduction d'Aymeric, c'est est-ce qu'aujourd'hui, après la pandémie, après un état un peu d'interrogation générale sur la profession, Toujours est-ce en que- état d'interrogation. Toujours, on est toujours en état Ah ouais, d'interrogation. encore ouais, et avec les prêts qu'on ne sait pas si on doit Ah les non, rembourser regarde. ou pas, C'est un... et toutes les compagnies. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter une franchise ou de développer une franchise? Je pense qu'il faut le regarder d'une façon un petit peu plus avec du recul. Si tu décides de devenir franchiseur, okay, puis je vais refaire le pas là, de si tu es entrepreneur, tu veux prendre l'expansion de ton entreprise et tout ça, c'est sûr que si tu regardes le contexte aujourd'hui, tu dis aïe, 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 faire de la croissance aujourd'hui, pas certain. Je vais plutôt tenter de sauver les meubles, tout ça, puis on verra. Okay? Moi, la leçon d'histoire, c'est les on verra, ça arrive jamais. Okay? Et combien d'entrepreneurs ont des beaux concepts qui, par une situation économique plus ou moins incertaine, vivent des difficultés là, qui peuvent être peut-être plus ou moins importantes. Moi, ça fait longtemps que je suis en franchise, puis j'en ai vu au moins 2 récessions, une crise financière, puis là, c'est un autre genre de récession qui n'est pas tout à fait, mais c'est à peu près. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que si tu attends que tout soit parfait, tu le feras jamais. Un projet de devenir franchiseur, de toute façon, c'est pas automatique. Donc, honnêtement, là, ça peut prendre entre 6 à 12 mois, dépendant là, avec quel genre d'effort que tu veux mettre et puis quel genre d'équipe qui t'accompagne et tout ça. Donc, devenir franchiseur, ça ne sera pas pour demain matin, ça va être pour après-demain. Donc, dans le contexte aujourd'hui, si tu veux prendre la croissance, si tu regardes en avant, il y a sûrement que la franchise peut être une option. Par contre, puis là, je mets par contre, il faut vraiment être conscient que le concept de l'avenir en restauration, lorsqu'on fait une chaîne, lorsqu'on fait un réseau, bon, on sort du monde de l'indépendant, on s'entend. On sort du monde de l'improvisation. On sort du monde de aujourd'hui, on va changer le menu parce qu'on a quelque chose, on a une opportunité d'un fournisseur, puis zap, zap, zap. On s'éloigne de ça de façon importante, naturellement. Et il faut créer un concept qui est plus performant que ton concept actuel. Sinon, tu vas répliquer les mêmes problèmes que tu vas avoir un peu partout. Ça va être même un micro, une loupe sur tous tes problèmes, comme la crise l'a été un petit peu. Ouais. C'est exponentiel, en fait, un Ouais. peu ton nombre de problèmes. Puis, il faut regarder ça comme dans un contexte comme franchiseur. Là, quand on regarde comme franchiseur, il faut dire l'important dans une relation franchiseur-franchisé, c'est 2 facteurs. Le facteur économique puis le facteur humain. Dans le facteur économique, c'est évident que le retour sur capital investi et toute cette notion-là est omniprésente en franchise. Quand tu es en franchise, tu n'es pas nécessairement un artiste. Tu deviens un designer artistique, si tu veux, mais tu fais du design. Donc, tu ne crées pas à tous les jours quelque chose de nouveau, tu répètes une formule à succès. Donc, quand on travaille ça, et cette formule à succès d'aujourd'hui, si je regarde la plupart des restaurants qui n'ont pas fait le saut vers la technologie, l'amélioration de tout ça et qui pensent
prendre l'expansion avec leur concept, bien, il faut se poser fondamentalement la question, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit plus simple, plus efficace, moins dispendieux à bâtir ou à construire et, de façon générale, plus facile à opérer. Donc, souvent, ce qu'on rencontre chez les gens qui veulent démarrer en franchise, aujourd'hui, ce qui était moins présent avant, je peux l'avouer, là, avant pandémie, il y a beaucoup de variables qui étaient un petit peu moins importantes. Mais aujourd'hui, si je regarde les clients que je conseille en restauration, on restructure tous les concepts. Parce que les concepts d'aujourd'hui, il faut qu'ils soient hyper performants. Puis, le concept que tu as aujourd'hui ou les 2 ou 3 succursales que tu as, tu sais qu'elles ne sont pas aussi performantes qu'elles devraient. Donc, quand tu dis restructurer, c'est que tu arrives chez le client et là tu dis, OK, avant de commencer on va croître et on va optimiser tout ton système. Ça, c'est avant de commencer le principe même de la franchise. J'ai eu un vieux patron qui me disait, Stéphane, si ta maison n'est pas propre, tu n'invites personne. Alors, dans le contexte, là, je l'ai fait beau, là, l'exemple, parce que lui, c'était plutôt autre chose. Mais, mais disons que le point, c'est, aujourd'hui, en restauration, on n'a pas le choix, si on veut réussir, d'intégrer la technologie le plus possible, de régler, de simplifier l'offre. Il faut simplifier le menu, optimiser la profitabilité, puis développer des concepts qui sont moins dispendieux à bâtir dans le contexte que si on veut faire de la croissance. Et là, ça amène le deuxième volet de la question. Si je suis franchisé, puis je veux démarrer une franchise, donc je vais acquérir une franchise, tu remarqueras que je ne dirai jamais le mot « vendre ». Pour moi, vendre, c'est comme un produit ou tu vends un immeuble, tu vends une bâtisse, mais la franchise, dans le fond, les gens acquièrent une franchise et achètent les meubles et les équipements. Donc, cette franchise-là, si elle n'a pas fait cette réflexion-là, si le concept qu'elle propose n'est pas aux normes d'aujourd'hui, ben, pour le franchiseur, ça va être un échec, il n'y aura jamais personne. Est-ce que tu peux donner un exemple de restructuration de concepts dont tu parlais, donc simplifier, par exemple, concrètement, c'est quoi? Simplifier, c'est utiliser toutes les technologies qu'on peut mettre en restauration. Tu sais, aujourd'hui, l'équipement en cuisine a changé beaucoup. Donc, si on fait de la cuisine élaborée, il faut être sur les derniers équipements et non pas sur l'équipement que, historiquement, tu as utilisé, tout est beau, parce que ce dernier équipement-là, il va être plus productif, plus facile à opérer, etc. L'autre chose qu'on regarde aussi, c'est toute l'espèce de logiciel de gestion, les systèmes de gestion pour gérer ton food cost, ton labor, tes affaires-là. Il faut sortir de l'artisanat. Il faut que ce soit structuré, tout organisé. Au niveau de l'acquisition clientèle aussi, à cause qu'il y a beaucoup de livraisons, puis aujourd'hui, là, même si c'est un concept de restaurant service aux tables, il faut que tu aies une dimension livraison dans ton concept parce que les gens vont apprécier ta marque, mais souvent, ils vont te commander pour la maison. Donc, il faut tout être prêt à recevoir ça. Il faut intégrer ça dans le concept. Il faut intégrer tout le modus operandi, qu'on dit, là, tout l'opérationnel de ça pour qu'au niveau de ton service, ton expérience client, ce soit optimisé. Tu sais, je vais donner un exemple j'ai une cliente là, qu'on a actuellement, je ne pourrais pas la nommer parce que je n'ai pas demandé la permission, mais on a actuellement 24 unités. Et eux, la livraison a pris beaucoup de place. Le modèle livraison a pris beaucoup de place. Et le questionnement qu'on se pose actuellement, c'est comment on peut faire vivre l'expérience restaurant en livraison. Donc, c'est pas des questions qu'on se posait avant. T'sais. Donc, on est en train de développer le packaging, le concept livraison pour faire vivre l'expérience du restaurant en livraison. Donc, on n'était pas là avant. Là, il faut aller jusque-là. Donc, il y a des aspects techno là-dedans, il y a des aspects design, il y a des aspects commerciaux. Là, donc ça prend beaucoup plus de temps aujourd'hui pour aller sur le marché du franchiseur que ça le prenait avant, en fait. Il y a beaucoup moins d'improvisation. Parce que la marge est mince. Puis, on le voit, là, c'est pas juste une question de frais financiers, tout ça. Il faut être réaliste. Le franchisé est là, acquiert la franchise parce qu'il te fait confiance. Il va mettre souvent toutes ses économies dans un projet de franchise avec toi comme franchiseur. Il ne peut pas attendre 5, 7 ans, 10 ans avant de rentrer dans son argent. Toi, comme entrepreneur, quand tu as fait ton restaurant ou tes restaurants, c'était ta passion, c'était ton influx, c'était ci, c'était ça. Ça prenait 5 ans ou 7 ans ou 10 ans. C'était pas grave parce que tu bâtissais tous les jours. L'autre acquiert un savoir-faire que tu es supposé d'avoir pour rapidement récupérer, réduire son risque aussi, parce qu'il vient en franchise, parce qu'il dit ta formule fonctionne, donc mon risque devrait être diminué. Donc, il fait
un acte de foi, c'est essentiellement ça, met son capital, s'endette, signe un bail, etc., bon, tout ça. Et son espoir, c'est qu'il va rapidement faire son argent, récupérer son argent, donc diminuer son risque, puis bien en vivre après, ou faire, en tout cas, ça dépend des concepts, là, ça peut aller jusqu'à des méga profits, là, mais l'intérêt est plus de s'assurer que le concept est hyper rentable. Quand tu dis hyper rentable, c'est combien de temps? Si on regarde, là, il y a 2 parties dans l'investissement. Il y a la partie cash qu'on a besoin et la partie investissement total. Normalement, le cash, on veut le voir revenir en deçà de 3 ans. Ah ouais, c'est rapide. Donc, ouais, c'est ça qu'on n'avait pas avant. Ah ouais? Ouais, avant, la pression sur la rapidité était moins forte. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, si un restaurant qui vaut, mettons, 600 000, aujourd'hui, c'est rien, là. Je regarde mes clients, là, ça va vite. Donc, si on fait 600 000, ça va avoir besoin d'un 250 000 cash. Okay? Ce qu'on veut, c'est dans 3 ans, le 250 000 est revenu et le restaurant devrait être payé au maximum 6 ans, 7 ans. Donc, c'est le pire max. Sinon, c'est 5 ans. Rapide. Parce qu'avant, il faut dire, c'était quoi, 13 ans? Non, c'était 10 ans. Souvent, 10 ans? On veut référer en franchise. Là, on en référait franchise, sur 10 ans. OK, d'accord. On se disait, bon, OK, on va financer ça sur 7 ans, le cash, tu récupères ton cash entre 3 et 5 ans, puis tu vas payer ton restaurant. Donc, au renouvellement de la franchise, à part les rénovations, puis tout ça, tu vas être cash-free. Tu sais, c'était ça le modèle. Pour le modèle qu'on appelle owner-operator. Tu sais, donc, celui qui veut opérer son restaurant ou peu importe. Donc, ça, c'est une chose. Donc, la finance est devenue un élément important dans l'équation. Donc, quand j'analyse un concept de restaurant, première affaire que je regarde, malheureusement, c'est pas la beauté, puis l'offre, puis le menu. Ça, c'est let's talk money. Il faut parler d'argent. Il faut regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce que ça produit, puis tout ça. Et souvent, les gens qui viennent me voir, qui me consultent, bien, la réponse, c'est « t'es pas prêt ». Parce que tu n'es pas assez profitable pour faire une franchise. Ton concept est passé date. Ton marketing est passé date. Ton branding est passé date. Tout ça, ça a changé à une vitesse hyper rapide. Bon, tu dis souvent, mais j'ai l'impression que c'est très souvent, parce qu'il y a beaucoup de conditions quand même. Ouais. Et là, tu les accompagnes un petit moment jusqu'à ce que vous commenciez tu leur donnes des Ouais, on a deux. là, Dans le fond, ce qu'il n'y avait pas avant la pandémie, que maintenant j'ai mis en place, c'est ce qu'on appelle un programme, je vais le dire, de préparation. Okay? C'est souvent 1 an, parce qu'il y a plein de trucs à faire, ça. Donc, on fait un diagnostic, une analyse complète du concept. On identifie comment on appelle ça, les gaps, là, les écarts. Ouais. Les écarts. On identifie les écarts, puis là, on dit, OK, c'est quoi la solution pour ces écarts-là? Et là, il faut ou les implanter ou les designer dans le nouveau concept. Alors, si dans ton concept actuel, on ne peut pas réduire les écarts, ça veut dire qu'il faut que tu proposes au marché un nouveau concept. Nouvelle étape dans ça. Avant, tu es moins obligé. Aujourd'hui, ça peut peut-être dire, garde, si tu veux proposer puis prendre l'expansion de façon réussie, tu vas être obligé de développer toi-même un nouveau concept. Donc, ce nouveau concept-là va être ce que tu vas faire grandir, faire croître. Alors ça, c'est plus compliqué qu'avant. Et donc, est-ce que c'est souvent que tu constates que soit le franchiseur n'est pas prêt ou ne sera pas capable, ou tout simplement le concept n'est pas suffisamment adaptable pour avoir une franchise? Est-ce que c'est souvent? Ben, sur 10, il y a probablement... Avant, il y avait peut-être 5 qui c'était possible. Aujourd'hui, il y en a 3. Donc, devenir franchiseur en restauration, là, c'est devenu un exercice beaucoup plus sérieux qu'avant, si on veut réussir. Après ça, il y a les improvisateurs, ce que j'appelle les promoteurs. Tu sais, OK, on va vendre ça vite. On va vendre ça à MTY, on va vendre ça à tous les groupes. Puis ça, on va faire de l'argent. J'en connais une tonne, moi, qui sont morts au combat à cause de ça. On en connaît aussi, hein? Ouais. Mais ça, les MTY et compagnie, ils ont le même discours que toi, quoi. Ils sont pas fous. Ils vont voir ça arriver. Non, les variables ont changé. Les variables, ils ont regardé le concept, puis ils vont dire, OK, ça va passer notre équation, ou ça passera pas. Donc, le rêve de dire, je vais bâtir ça vite, puis je vais vendre ça à des MTY de ce monde, puis des food statiques de ce monde, c'est un rêve érotique, là. MTY et Foodtastic, il faut juste le dire, c'est des grands groupes de restauration qui ont des multi-chaînes et qui font eux, c'est pas des développeurs de concepts, ils font de l'acquisition de concepts existants. Ils achètent une fois qu'il y a 20 franchises. 15, 20, 25. Maintenant, on est rendu, c'est en bas de 50 millions de ventes au détail, les groupes ne regardent plus. En bas de 50 millions. Il faut des succursales pour faire 50 millions. Il en faut des burgers pour faire 50 millions. Ils sont rendus là. Donc, ce qu'ils font actuellement, ils achètent des
franchiseurs déjà rendus là. Donc, c'est ça. Le modèle a beaucoup évolué depuis les dernières années, compte tenu des c'est pas eux qui vont faire développer ils vont pas le faire développer. Ils vont investir dedans. Ils vont investir une fois qu'il est développé et facilement développable. Et après ça, eux ont des machines de croissance. Une fois que tu as trouvé ton équation parfaite, eux, ils vont te racheter l'équation et puis la blinder partout au Canada, aux États-Unis. Ils décident Europe, et puis ils font ce qu'ils veulent. Okay. Donc, ils ont beaucoup de moyens par rapport à des indépendants ou ça. Quand tu veux avoir quelqu'un qui veut être franchisé, là, tu lui dis, au début, tu nous dis, il y en a pour 6 mois, 1 an. En fait, il y en a pour 1 an de préparation avant de commencer à la franchise, la plupart du temps. C'est parce que... C'est normal. Oui, c'est normal. Un gros truc. Cette étape-là, on la prend... le 6 mois, c'est quand tout est bien monté, parce qu'il y a des gens qui sont déjà... qui ont préparé des choses, qui sont vraiment en avance. Souvent, c'est des concepts un peu plus récents. Donc, les aspects de technologie, l'aspect ergonomie, l'aspect ci, l'aspect ça, étaient beaucoup plus développés qu'avant. Okay? Quand je prends quelqu'un qui a un concept plus vieux, là, tout ça, et qui n'a pas fait cette démarche-là, on est obligé de le faire. Sinon, c'est une... En tout cas, professionnellement, je ne serais pas en mesure de dire tu vas réussir si tu prends ton vieux concept et tu penses qu'il va être bon pour l'avenir. Il y a encore des gens avec des vieux concepts qui pensent qu'ils peuvent franchiser, oui, malgré le fait qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter à la réalité du marché, à la réalité de... Oui, parce que c'est un peu malheureux, mais en franchise, on joue avec l'argent des autres. Alors, des fois, l'appât du gain, il peut être... C'est un peu un miroir aux alouettes, cette histoire-là. Ça veut dire, la vraie vie, c'est que peut-être tu vas réussir à aller chercher 2-3 jambons qui vont te signer une franchise, mais ces gens-là, tu ne fais pas un étalon avec un âne. Hein? Alors, si ce n'est pas les bonnes personnes, si ton concept n'est pas bon, si ça, à un moment donné, ça va tout tourner à l'envers. Tout ça va te revenir comme un boomerang. Puis ça fait mal quand ça revient. C'est quoi les concepts de l'avenir? Donc, tu nous as parlé de la livraison à domicile, ça c'est certain. Ouais. Les autres concepts? Je pense que la restauration service aux tables a un gros challenge actuellement. Je ne suis pas sûr que la franchise est assez... Disons que l'opportunité est plus limitée avec le service aux tables. Le capital coûte plus cher, le financement, ça coûte plus cher. Je regarde les plus gros franchiseurs aujourd'hui et eux ont aussi beaucoup de difficultés à développer à cause de l'élément financier et à cause de l'élément consommateur. On est dans une période où le consommateur va plutôt chercher il va aller au restaurant, où il veut du restaurant socialement, etc. Mais il n'ira pas dépenser 250 $ dans une soirée à 4 parce qu'il ne l'a plus. Si ce n'est pas les impôts qui nous mangent, c'est le contexte ou c'est l'incertitude. Donc, cette période-là va être difficile pour le restaurant. En tout cas, il n'ira pas chez un franchisé dépenser 250 $, mais il ira vivre une expérience unique. C'est ça. S'il peut, et c'est là le secteur, je pense le secteur pour les prochaines années, le secteur du service rapide, le quick service, pas le fast-food nécessairement, mais le quick service va être beaucoup plus en le fast casual, le quick service. Ces formules plus légères-là vont être beaucoup en demande. La formule service aux tables, je pense qu'il va falloir qu'il y ait d'autres critères qui se passent. Puis probablement, ça va être une épuration, malheureusement, ça va être une épuration des plus faibles qui va ramener un peu le volume de ça dans un contexte où on est capable. Puis ça, je parle du Québec, là. Ailleurs, c'est d'autres réalités. Je vois beaucoup de gros locaux vides, des grosses chaînes, mais les voitures de livraison, donc les gros sont encore pris avec de gros baux. Et ça va changer. Il souffre. Pour ne pas parler d'une chaîne qu'on connaît bien, qui était dominante dans le poulet au Québec. Si je pose la question au président aujourd'hui, il dit « Je coupe mes gros restaurants en 2 et je suis très heureux. » C'est quand même fou. C'est fou, hein? Et 2019, c'était « Non, il faut agrandir. » Oui. Des chaînes comme Pacini, qui ont eu beaucoup de difficultés avec la pandémie, c'est leur nouveau concept. Il est à peine 60% de l'ancien, si ce n'est pas 50%. Donc, les restaurants service aux tables, ils proposent une expérience service aux tables, mais beaucoup moins grosse, si on veut, contextuellement, puis ils mettent sur la livraison. Et est-ce que le service type Ghost Kitchen, donc pas du tout le service aux tables, mais vraiment que du service de livraison, ça a quand même un avenir, ou c'est comme plus difficile de se faire une image de marque sans physique? Ce qu'on voit actuellement, le Ghost Kitchen, ça a été juste une mode. Ouais. Je pense que on arrive à l'étape où le consommateur a besoin de sécurité.
de voir l'enseigne sur sa rue, du restaurant, un pied, il y a du monde, c'est un vrai local, c'est une vraie ci, vrai ça, c'est une valeur sûre. Donc, ma sécurité, quand je commande, je sais exactement d'où ça vient, qu'est-ce que ça vient, etc. Ghost Kitchen, ça implique plus une notion. Pour le segment plus jeune de population, c'est un petit peu moins important, ça. Parce que les autres sont sur toutes les applications, tout. Donc, pour eux, la notion, c'est plus qu'est-ce que j'ai et la valeur que j'ai. Donc, on est dans une transition, encore une fois, là? Ouais, c'est parce que, personnellement, je pense pas que la Ghost Kitchen a un avenir extraordinaire. OK, c'est difficilement franchisable, une Ghost Kitchen? Il faut du travail de marketing, en tout cas. C'est hyper marketing, puis on pense que, je regarde un peu dans un autre contexte, là, je regarde, pour faire un parallèle, mon épouse est dans une autre genre d'industrie, et pour ses ventes en ligne, elle dépense entre 15 et 20% du montant de ses ventes pour le marketing, la pub, etc., etc. Quand on applique cette équation-là à un Ghost Kitchen, on s'aperçoit bien qu'il faut être dans un édifice ou loin de la vie, là, pour pas payer des loyers trop chers et tout. Là, tu as des difficultés de recrutement de personnel parce que tu es loin. Tes livreurs ne veulent peut-être pas venir non plus. C'est trop loin, c'est trop ci, trop ça. Donc, tu es pris à t'approcher des grands centres quand même et t'approcher des zones de consommation. L'autre chose, c'est que c'est beau marketer une marque, mais un Ghost Kitchen, sans marque, tu dois avoir un portefeuille de marques. Donc, il faut que tu sois capable d'avoir les plus populaires et puis tu as développé un brand alentour des plus populaires et il faut que tu investisses en marketing, mais comme en fou, là. Donc, les plateformes de livraison, les ci, les ça, tu vas dépenser beaucoup. Puis si on regarde l'équation, 20% de marketing, entre 25 à 30% de coût de livraison, ton personnel, ton loyer, tes équipements, ton financement, ci, ça, blablabla, pas sûr, moi, qu'il en reste beaucoup. Est-ce que c'est franchisable? S'il n'y a pas de marge, oublie ça. S'il n'y a pas une grosse marge, Ouais. oublie ça, parce qu'on se rappelle rentrer dans ton cage dans les 3 ans. Ouais. Ah oui, c'est ça le truc qui a changé. Ouais. Donc, ça prend de la marge. Fait que, tu sais, si tu joues à des 2% net puis des 5% avant impôt, là, oublie ça, là. C'est pour ça que les gros vont avoir de la difficulté parce que leur rentabilité est beaucoup plus loin. Tu sais, le modèle du poulet dominant au Québec, tu sais, la rentabilité, il y a pas si longtemps, c'était 6 ans, cash in, cash out, tout complet, ROI 100% sur 6 ans. Là, aujourd'hui, la pression n'est pas 6 ans. Là. Hey, on veut rentrer dans notre argent dans 3-4 ans. Donc, c'est sûr que c'est différent. Là. Fait que ça, on ne peut pas négliger ce facteur-là. Rentrer dans ton cash dans les 3 ans, 3-4 ans, c'est combien ton ROI que ça prend? Ben, si tu regardes un peu, puis je vois, ça dépend des concepts, honnêtement. Là, mais si, exemple, tu mets 200 000 de cash, divise par 3, ton ROI minimum, ton profit, puis ça, c'est ton profit après impôt, là. Il faut qu'il soit 200 000 divisé par 3. C'est ça. Donc, on ne joue pas après impôt, frais financiers et tout, là. Les 200 000, il faut en engranger des ventes en restauration. Ouais, c'est ça. Tu sais, maintenant, là, un concept, service rapide, 1 million de ventes, c'est le minimum. En bas de ça, les gens ne font pas d'argent. Alors, tous les petits concepts de service rapide là, qu'on voit là, s'ils ne font pas 1 million, ces gens-là, c'est des esclaves économiques du franchiseur, malheureusement. Là, parce que les franchisés font pas assez d'argent pour tout couvrir puis rentrer dans leur argent. Fait que là, aujourd'hui, c'est 1 million. Ça, c'est à Montréal. Un peu dans les régions, on peut aller à 800 000. Ça, c'est des ventes annuelles. Ça, c'est juste le service aux tables. Pour le service rapide, là, je ne parle pas de fast-food. Des fois, les investissements sont différents. Le service aux tables, on s'entend, là. On ne bâtit plus des restaurants pour 1 million, là. Tu sais, ça coûte... tu fais un restaurant qui a un peu d'allure, tu es à 750 800 000 minimum. Puis il faut que tu fasses minimum 2 millions, 3 millions de ventes pour essayer d'avoir de la profitabilité. Puis moi, je pense que c'est 3 le chiffre magique. En bas de ça, tu tournes en rond. Il ne faut pas oublier que le franchiseur prend une portion aussi de cette marge-là. Il prend combien à peu près? Bien, en restauration, service aux tables, on tourne à l'entour du 4%. Plus les frais de publicité. Les frais de franchise, le frais de redevance, c'est 4%. Les publicités, ça peut être 3-4%. Tu vas avoir aussi d'autres frais. Fait que calcule 10% pour l'exercice. Est-ce que tu peux expliquer ça un tout petit peu plus en détail? Normalement, il y a la phase d'investissement puis il y a la phase opération. Opération. Donc, la phase d'investissement, en franchise, ça fonctionne de la façon suivante. Le franchisé acquiert la franchise via le droit d'entrée. Le droit d'entrée, c'est un montant qu'on paye une fois. Il acquiert le droit d'utiliser la marque et le concept pour une période donnée, donc 10 ans ou peu importe la durée. C'est un droit qui lui est exclusif à lui et au local. OK, et on s'entend, le resto est à lui.
Oui, le Pas resto forcément. est à lui. Donc, après ça, il va investir pour les équipements, l'amélioration locative, tout ça. Et là, Donc, ça fait qu'au bout de la ligne, tu as une équation de ça vaut 600, 700 millions, 1 million. Et c'est le franchisé qui acquiert l'équipement. C'est Oui. pas le franchiseur qui Non, lui non. loue. ou Non, quoi que non, ce non, soit. non. Ça, c'est acquérir l'équipement via des prêts, via ci, via ça. Mais il passe à partir du franchiseur pour acheter les équipements. Non, Pas non. forcément. Ça, c'est ok. pas forcément ça. C'est fini ça. Non, c'est pas nécessairement fini, mais si c'est un équipement qui a été développé par le franchiseur, oui. Sinon, c'est pas tous les franchiseurs qui font ça. C'est une autre responsabilité au niveau de la franchise. Une fois qu'il est ouvert, qu'est-ce qu'il doit payer? Parce que comme franchisé, il paie quelques trucs. Il va payer des redevances sur ses ventes, pas sur ses profits. Il va payer des frais de publicité nationales qu'on appelle. Donc, c'est un fonds coop. Donc fixe, ça chaque Ça, mois. c'est à pourcentage des ventes. Pourcentage des ventes aussi. Oui, Ok. un pourcentage des ventes. Et aussi, certains franchiseurs vont avoir certains frais du genre technologie, des trucs là plus détaillés. Donc, on peut s'attendre à un franchisé dans la restauration, service aux tables, va probablement payer entre 6 et, dépendant de la profitabilité, puis du modèle, puis de comment le franchiseur est intégré, là, entre 6 et 10 de ses ventes vont aller au franchiseur et au fonds de publicité. Donc, une portion qui lui revient, ce n'est pas l'argent du franchiseur, le fonds de publicité. Pour le service plus rapide, là, on a facilement des 5-6 de redevance, 3-4 de publicité et quelques autres frais. Pour être profitable, un franchisé, il faut qu'il y ait un concept qui, au départ, est déjà monté pour être très profitable. C'est ça, que tu dois être capable d'absorber ces 6-7%. Plus la pub, de toute façon, tu en mettrais de la pub. Fait que c'est un peu la pub, ça, c'est le 6-7 qui vient Plus typiquement. enlever ton profit, quoi. C'est ça, enlever du profit. Donc, si le modèle qu'on te propose comme franchiseur est marginalement profitable, tu perds ton temps comme franchisé. Et ça, de plus en plus, à part les jambons et les ânes, les gens sont conscients de ça. Et ce que j'espère, c'est qu'ils vont être encore plus conscients, parce que les franchiseurs ne sont pas assez rigoureux. Est-ce qu'il en reste encore des jambons et des ânes? Oui, malheureusement, oui. Ça, c'est les gens qui rêvent à partir de leur entreprise ou qui ne font pas leur devoir. Puis, il y en a trop qui ne font pas leur devoir. Et pourtant, les franchiseurs, oui, il y en a qui sont un peu, je les appelle mes promoteurs, là, sont pressés. Mais la plupart des franchiseurs vont travailler sur un processus plus ou moins élaboré de qualification, de sélection, tout pour ne pas travailler pour rien. T'sais. Puis, il n'y a rien de pire pour un franchiseur de recommencer. T'sais, un franchisé là, qui est obligé de remettre les clés, dites-vous que pour le franchiseur, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'on recommence. Puis ça donne une mauvaise image quelque En plus, part. ça donne une mauvaise image et ça peut aussi détruire l'aspect croissance. Parce que tu travailles, tu sais, la franchise, c'est une stratégie de croissance rapide. Quand le franchiseur ne croit pas assez rapidement, moi, je regarde la question puis je me dis, la réponse, elle est les franchises actuelles, ou c'est pas les bons franchisés, ou ils font pas assez d'argent, donc c'est difficile à vendre. Donc, c'est difficile à mettre en marché. Donc, les gens y croient moins. Donc, c'est ça. Donc, si on a une franchise qui grossit rapidement, on peut se poser la question. Après ça, c'est-tu trop ou pas? Là, ça, c'est plus mon avis à moi. Et ils ne sont pas suivis, ces jambons-là? Oui, mais ils sont suivis, mais tu peux pas faire, avec un âne, tu peux pas faire un étalon. Ah oui. Alors, tu sais, si tu as quelqu'un qui, malheureusement, comprend pas le business, parce que des fois, les franchiseurs sont très bons à expliquer la technique, mais ne comprennent pas, tu sais, les gens ne savent pas manager une équipe, ne savent pas développer le marché local, ne savent pas se présenter dans un tu sais, peu importe une assemblée, tout ça, bonjour, je suis le franchisé, ils ne savent même pas ça. Ils ne parlent pas la langue, ils n'ont pas la culture, peu importe, parce que la franchise, on a beaucoup d'immigration, mais le franchiseur a un devoir aussi, c'est de s'assurer que, peu importe qu'ils viennent peu importe le pays, ben, hey, t'es au Québec ici, là, t'es plus dans ton pays. Tu peux pas avoir le même genre de management que tu avais dans ton pays avec tes employés. C'est pas la même culture, les lois, les règlements, les trucs, les ci, c'est complètement différent. Alors, si ces gens-là, malheureusement, ça peut être des extraordinaires personnes, j'en ai connu, puis il y en a qui ont eu beaucoup de succès que j'ai connus, des franchisés, puis j'en connais encore, il faut qu'ils soient quelque part accompagnés intelligemment là-dedans. Il faut leur laisser le temps de comprendre aussi. Fait que souvent, on va trop vite. Fait que ça, c'est pas des gens bons, c'est des gens, malheureusement, mal qualifiés. Okay? Les gens bons, c'est ceux qui arrivent, qui ont du cash, puis ils disent « Ah, moi, là, je le connais. Moi, mettre ça là, puis tout va bien aller. » C'est ma retraite. Oui, c'est ça. Et ils font juste la prendre un peu trop d'avance. Alors, ça, c'est mes jambons ou mes ânes. Ça, c'est les gens qui, malheureusement, ont ce qu'il faut pour rentrer, mais n'ont pas ce qu'il faut pour continuer. Alors, quand on fait ça, le franchiseur fait une erreur fondamentale. Il dit « Ah oui, c'est comme un peu comme... je vais prendre un autre exemple.
quand tu rouvres une nouvelle franchise, il dit, c'est un peu comme faire pipi dans ses culottes. Puis là, je leur dis quoi? Ah, tu sais, il fait chaud, on est bien, tu sais, on est bon là-dedans. Mais souviens-toi que si c'est pas le bon franchisé, le vent va revenir, puis ça va être froid, puis tu seras pas à l'aise, puis tu vas trouver ça dur. T'as toujours des vieux patrons avec des images parfaites, là. Oui, ben c'est bon. Je ne suis pas nécessairement celui qui est politically correct. Hein? Alors, donc dans ce contexte-là, c'est ça. Puis j'utilise souvent cette image-là quand les gens disent « Ah ouais, regarde, il va être bon. T'es sûr qu'il va être bon? » Alors, on fait des... Tu sais, donc, tous ces gens-là, il faut les éliminer. Malheureusement, les franchiseurs ont tendance à regarder beaucoup l'aspect économique pour des raisons à court terme qui, malheureusement, vont les amener à avoir des problèmes très rapidement après l'ouverture. Ça me rappelle un peu du recrutement de gestionnaires. Oui. C'est un peu le même principe. C'est toujours le même principe. La restauration, toutes les franchises, dans peu importe les domaines, le succès, c'est le franchisé qui l'a dans ses mains. C'est pas le franchiseur. Le franchiseur, son rôle, c'est de tout faire pour s'assurer que le franchisé a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais il n'est pas responsable de la réussite du franchisé. Donc, c'est le franchisé qui doit réussir. Par contre, si le franchiseur fait l'erreur initiale de mettre un jambon, ben il n'y aura pas ce qu'il faut pour réussir. Puis ça, c'est malheureusement en franchise, on a une catégorie de gens là-dedans que j'appelle mes promoteurs, qui sont plutôt à recherche de gains à court terme, avec le mirage de dire que je vais en faire pas mal, puis tu vas voir le moment de ça. Est-ce qu'il y en a encore quelques-uns sur le marché, mais il y en a beaucoup moins qu'avant quand même, les promoteurs? Oui, parce que, bon, il faut quand même le dire, là, les gens sont un peu plus éduqués, ils regardent différemment, tout. Mais il y en a quand même. Puis c'est pas... Puis, tu sais, il y a des excellents franchiseurs qui vont faire des erreurs, mais normalement, une erreur en franchise, c'est 50-50 le problème. C'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs de la bonne façon. Souvent, c'est le franchiseur peut avoir ses responsabilités, mais aussi, tu as le franchisé. Est-ce qu'il a opéré de la bonne façon? Puis souvent, il y a une responsabilité là. Mais quand tu vois des franchises où les gens... ça, c'est une très bonne question qu'un franchisé peut poser à un franchiseur. C'est dans les 3 dernières années, quelles sont les franchises qui ont été fermées ou quelles sont les franchises qui ont été revendues et pourquoi? Est-ce que le franchiseur est obligé de répondre? Non. Puis s'il ne répond pas, tu prends tes trucs, tes clics, tes claques, puis tu te sauves. Non, mais il peut mentir aussi. Oui, mais tu peux aller valider des points. Ah. Parce que comme acquéreur potentiel d'une franchise, si tu ne vas pas voir d'autres franchisés, puis dire, regarde, on m'a dit que tu venais de racheter la franchise, tout, il m'a dit que bon, le franchisé, ça n'avait pas fonctionné. Puis l'acquéreur va te le dire, ben oui, il ne savait pas trop, tout ça. Ben moi, regarde, voici, je suis rendu là, j'ai fait ça, puis voici comment ça fonctionne. Et ça aussi, mais il faut que tu valides. Alors, comment on choisit un bon franchisé? Premièrement, il faut avoir notre ADN de marque très solide. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut regarder, il faut revenir à la base. C'est quoi ta vision de ton entreprise, ta mission puis tes valeurs? Puis ces valeurs-là, il ne faut pas que ce soit des mots écrits sur le mur ou dans un sticker dans la cuisine, tu sais, puis tout ça. Là. C'est quelque chose qui est vivant et qui, dans le fond, les valeurs guident tes décisions et tes comportements. Donc, si, comme franchiseur, tu n'as pas raisonné sur tes valeurs, tu vas introduire dans ton réseau des gens qui n'auront pas les mêmes valeurs. Donc, la première chose à faire, que personnellement, je m'assure quand je travaille avec mes clients, c'est on s'assure que nos valeurs sont claires, qu'elles veulent dire quelque chose pour tout le monde, du siège social, des franchisés et des employés. Et ces valeurs-là, peu importe qui va venir, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, s'il n'y a pas de partage là-dessus, ça ne fonctionne pas. Puis comment on fait le partage? Ça, c'est le processus de qualification, de sélection, qui peut, et personnellement, je suis en train de recommander de beaucoup l'allonger par rapport à avant, pour justement revenir à dire, est-ce que ces gens-là partagent les mêmes valeurs que nous? Et si c'est non, même s'ils sont 4 fois millionnaires, prends-les pas, parce que tu es sûr que tu vas avoir des problèmes avec. Donc, un franchiseur doit fondamentalement faire un méchant exercice sur les valeurs. Pas facile pour ça, parce que ça exige de faire des choix. Puis quand tu le fais avec moi, tu es obligé d'être bon. Parce que si tu n'es pas bon, je veux pas, il faut que tu reviennes. On retravaille ensemble, on revient, il faut que ce soit bon. Il faut que ça soit achetable par tout le monde. Puis après ça, l'idée, c'est, dans un processus de qualification et de sélection, qui a probablement 8, 9, 10 étapes, dépendant des franchiseurs, vraiment, tu valides tous ces points-là, un à un, et tu travailles avec ton candidat, et c'est lui, il faut qu'il fasse l'effort de prouver que c'est la bonne personne pour toi. Souvent, le franchiseur a fait le défaut d'être le pitcher. Hey, là, tu sais, tata, on est bon, on est beau, on a fait un gars de notre concept, puis c'est juste 100 000, puis t'as-ti, puis on est compétitif, puis regarde ici, puis regarde ça, puis t'as-ti, tata. Fait que le candidat est complètement passif,
C'est comme si tu regardes un show télé, puis une fois que c'est là, ben regarde, ça coûte ça, c'est le contrat de franchise, viens-t'en. Hein? Ça, c'est l'erreur des franchiseurs qui ne savent pas comment recruter et sélectionner. Donc, c'est un exercice. Devenir franchiseur pour un restaurateur, entre autres, c'est un nouveau métier. C'est pas facile. Parce que tu es dans une optique de vente et tu disais, toi, tu ne vends pas quelque chose, tu proposes quelque chose à acquérir. Ouais. Donc, tu recherches un partenaire plus qu'un vendeur. Parce que un acheteur, ça, il va toujours en avoir. C'est ça. Et ça, il y a toujours un acheteur quelque part qui a assez d'argent pour acheter. Ou s'il n'y en a pas, c'est que tu as un problème avec ton concept. Oui. Donc ensuite, alors, tu dois choisir le franchisé. Et là, ensuite, tu dois choisir le territoire. Ah oui, mais c'est tout... OK, tu vas aller là, on va y aller. Non, mais c'est pour montrer comme c'est difficile. C'est pas facile, mais donc, dans l'exercice de planification, on a un exercice qu'on appelle un plan de développement qui est réalisé avec du géomarketing. Parce que, en tout cas, ça, c'est mon approche, surtout avec qu'est-ce qu'on a comme contexte aujourd'hui. Il faut être certain qu'on va répliquer le succès dans les bons environnements. Okay? Donc, ça prend une étude géomarketing. C'est pas donné. Mais c'est un investissement qui est hyper payant parce que, ça te donne exactement les zones commerciales où tu dois être, fonction de ton succès passé, okay? Dans ce contexte-là. Donc, c'est fonction des vraies données que tu as. Et en plus de ça, ça va t'identifier les priorités de développement. De ne pas développer un marché secondaire quand tu as un marché primaire. Ce qu'il faut que tu développes. Parce que le marché primaire va te ramener plus de redevances parce qu'il va être plus fort. Et ça, écoute, c'est prouvé, là. Les franchiseurs qui fonctionnent bien, ils axent leur développement sur les marchés primaires avant de faire le secondaire. C'est quoi les marchés primaires et secondaires? Je vais te donner un exemple. Si tu es de la région de Québec, tu ne vas pas développer Gatineau. Tu vas développer Québec, tu vas développer les villes régionales alentours, tu vas développer un fief, ce que j'appelle le fief de cash, le fief de la pompe à la vache à lait, là, c'est ça. Là où tu as fait ton branding, en fait. Ouais. Et tes consommateurs, tu les connais. Tu t'en vas pas directement à centre-ville Montréal dire parce que je suis bon à Québec, moi être bon à Montréal. Pourquoi? Parce que tu connais pas le zoo. Le zoo montréalais, c'est pas le zoo du Québec, c'est pas le zoo québécois, c'est pas le zoo des régions, etc. Donc, tu vas cibler tes marchés. Et dans ces régions-là, il y a des marchés primaires, des secondaires aussi. Je donne un exemple. Tu t'en vas dans un marché, je prends un exemple comme ça. Victoriaville, il y a 2 marchés à Victoriaville. Il y a soit dans le centre commercial ou soit en ville. Sur la rue, je ne me souviens plus de quelle rue, là, j'ai oublié le nom. Mais ça se passe là ou au centre commercial. Dépendant de ton concept, tu as peut-être avantage d'aller au centre commercial avant, même si c'est un peu plus cher de loyer, mais c'est pas tout à fait le même investissement, pour développer ta notoriété, pour que lorsque tu t'installes sur la rue, c'est peut-être la meilleure chose. Si tu as un concept comme ça. Si tu es juste un concept de rue, ben, tu vas t'installer là où la restauration se passe. Maintenant, là, après ça, il y aura un exercice plus fin à faire au niveau de est-ce que c'est la bonne localisation, tu sais, des exemples comme tels. Si tu es un site qui travaille le matin, c'est évident qu'il faut que je me localise sur ce qu'on appelle le going to work path. Donc, il faut que ce soit vers Et si je suis un concept de dîner, de souper, ben je vais me remettre de l'autre côté. C'est un peu l'exercice. Mais si tu ne fais pas cet exercice fin-là, puis tu dis, le premier local qui est disponible, qui a 2787 pieds carrés, je le prends, et tu ne fais pas ces exercices-là, tu t'installes où? Probablement dans la mauvaise zone, 2, probablement du mauvais côté, etc. Ça s'apprend, puis il faut qu'on le montre comme il faut. Donc, ça, c'est l'analyse. Donc, c'est beau de dire, je veux développer, mais où tu veux développer? Il faut être scientifique, pareil, aux bonnes places. Pour un franchiseur, il y a ça à faire. Est-ce que c'est un plan qu'il propose, dont il parle aux franchisés quand il est choisi? Ouais. Il leur montre le sérieux. Est-ce que ça met une dimension supérieure? Ça, encore là, c'est toute la même chose. Tu augmentes. Le rôle du franchiseur dans un concept d'acquisition de franchise pour un franchisé, c'est d'augmenter la sécurité pour réduire le risque. Donc, il y a 2 façons. Tu l'augmentes en chantant des chansons ou tu l'augmentes avec les faits. Donc, plus tu as de faits, plus la sécurité monte. Si quelqu'un ne comprend pas les faits, dis-toi une chose, c'est pas le vrai franchisé pour toi. Parce que tu vas avoir à utiliser ces faits-là tout le temps. T'sais, exemple, j'ai un franchiseur qu'on travaille et dans le document d'information, là, peu importe, là, dans une portion du processus, on divulgue, et c'est sous confidentialité, on divulgue toutes les ventes de tous les franchisés des 3 dernières années. Ça a pris 3 ans, je l'amène là.
Pourquoi? Parce que les gens vont voir ceux qui ne fonctionnent pas. That's right. C'est la réalité aussi. Puis ils poseront leurs questions, mais ils vont se faire une idée. Son taux qu'on appelle de closing, malgré tout, là, notre taux de conversion a doublé. Il dit pourquoi ça a doublé? Ben, parce que tu es bien meilleur. Tu es meilleur que tout le monde. Parce que tu démontres les faits. Ton concept, on l'a amélioré, oui, mais au niveau de ton processus de qualification et de sélection, tu es plus exigeant, tu donnes plus d'informations. Ton franchisé qui acquiert, c'est pas quelqu'un qui fait juste une idée. Puis, ah ouais, ça va marcher. Non, il sait exactement ce qu'il fait. Ouais, et puis même, tu peux pointer du doigt les problèmes. Tu as une franchise qui fonctionne moins. C'est pourquoi celle-là, elle est en négatif. Parce que et puis c'est ça qu'on va éviter avec toi. C'est ça. Ou c'est ça qu'on vit actuellement dans ce marché-là, parce que ça arrive. Puis il y a des fois où c'est un bon marché, pourquoi il descend? Ben là, vois-tu, ici, on a eu un changement de franchisé. Puis là, on est dans la zone d'apprentissage parce que malheureusement, nous, comme franchisés, on n'a peut-être pas fait attention sur l'intégration où on l'a pas assez supporté. Ou deux, il s'est passé un événement dans le marché. C'est exemple, là, je sais pas moi, compétiteur qui s'est mis en place. Compétiteur ou événement dans le marché qui fait que ça a changé. Mais ça se qualifie, ça s'explique. Puis les acquéreurs, quand ils regardent ça, ils sont pas fous. Ils disent, OK, moi, dans mon village ou dans mon marché, là, c'est quoi le marché que je vais? Là? Bon, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu ci, y a-tu ça? Regarde, ça ressemble à tel. Ben, je vais aller voir. Je vais me faire mon idée. Parce que ça marche à deux, cette affaire-là. Souvent, le problème, c'est que le franchisé potentiel, il est passif. Parce que le franchiseur, il veut qu'il soit passif. Quand on a parlé du franchisé, on a parlé de la localisation. Comment un franchisé va choisir son franchiseur? Aujourd'hui, est-ce qu'il a un pouvoir? Ben, oui. À part économique, bien sûr. Non, il y a un gros pouvoir. Premièrement, il y a des choix. Un choix facile à faire. Puis, je ne parle pas d'aller au salon de franchise, là, on s'entend. Tu fais juste travailler sur le web et tu as toutes sortes d'opportunités de franchise en restauration. Après ça, il faut que tu fasses tes devoirs. Malheureusement, les gens vont aller vers « Ah, je connais cette marque-là, je vais y aller. » C'est pas parce que c'est une grosse marque que c'est meilleur. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a certaines grosses marques qui ont surdéveloppé. Et là, soudain, ils se sont trouvés avec d'autres choses. Donc, des fois, une marque en émergence peut être aussi une très belle solution. Ça dépend quel profil que tu as. Si tu es un peu plus entreprenant, tu aimes ça être un peu plus risky business un peu plus, potentiellement, il y a des marques plus nouvelles qui vont t'intéresser parce que tu as plus d'opportunités. Puis où elle est le plus d'opportunités, c'est que c'est moindrement que ça fonctionne bien, avec un franchiseur en émergence, bien, tu peux facilement avoir des conditions différentes, même pour aller bâtir d'autres franchises, donc devenir un franchisé multi-unité avec cette bannière-là, ce que tu n'auras pas nécessairement dans des bannières plus développées. Donc, c'est ça. Mais c'est sûr, il faut que le franchisé potentiel se pose des questions, consulte, aille voir les franchisés existants, valide aussi la position. On dit, écoute, si c'est une franchise, tu sais, des fois, on est en amour avec un concept, on dit, on l'aime bien, ah ouais, ça va être bon, et on veut devenir franchisé. Tu sais, ça, je l'ai vécu beaucoup. Des fois, les clients, ça vient des excellents franchisés. Encore là, c'est une question de si je suis la bonne personne. Donc, c'est pas parce que tu connais bien que c'est bon. Puis aussi, il y a des critères aujourd'hui qu'on avait beaucoup moins avant. Si tu es à Laval, tu vas-tu avoir une franchise à Rive-Sud? La réponse, c'est si tu fais ça, tu es suicidaire. Tu vas mourir entre Laval puis la Rive-Sud, quelque part sur le pont Jacques-Cartier. Parce que tu vas brûler 3 heures de ta vie le matin puis 3 heures de ta vie le soir pour aller travailler. Et tu vas travailler des longues heures, puis beaucoup de journées, etc. Tu verras plus ta famille, tu verras plus ça. C'est pas ça la vie. Aujourd'hui, les gens comprennent plus ça. Donc, il faut rester près de notre cercle d'influence le plus possible et que ce soit des exemples du déplacement raisonnable. Tu sais, j'ai des franchiseurs que du lieu de résidence au site, il ne faut pas que ça dépasse une demi-heure. Ça, c'est des points que les franchisés doivent se poser. Mais apportent aussi quand ils vont rencontrer le franchiseur. Ils disent, okay, moi, je veux moins de 30 minutes. C'est ça, moins de 30 minutes. On voit toutes sortes de trucs aujourd'hui qu'on ne voyait pas avant. Tu sais, bon, exemple, on voit beaucoup plus d'équipes qu'avant. Avant, on avait le solo qui tenait, moi, je veux être mon boss, puis ici. Et aujourd'hui, beaucoup plus d'équipes. 2 raisons, l'argent et le temps. Les gens veulent avoir une qualité quand même. Fait qu'ils vont sacrifier même un peu de revenus personnels parce qu'ils vont diviser ça. Ils arrivent à 3 associés déjà, ils sont déjà associés. Déjà, ils sont associés ou des fois, ils sont 2. Puis tout ça, et là, il y a toute une autre gestion, là, mais il y a tout ça à faire. Donc, il faut quand même, ça, on voit ça de plus en plus. 1, parce que l'investissement est plus haut, puis tout ça. Mais 2 aussi, les gens veulent aussi avoir une balance de temps. T'sais, donc, ça. Par contre, quand on a plus ça... Il y a plus de risques. De la part du franchiseur,
c'est une autre dimension qu'il faut tenir compte. Ouais. Donc, il faut avoir un processus de qualification qui est conséquent. Et il faut exiger des conventions d'actionnaires typées avec des clauses particulières, etc., parce que ça advenant qu'il y ait un conflit, il faut que ça se règle rapidement. Donc, le franchisage, c'est un peu complexifié, on s'entend. Mais c'est pas si nouveau que ça. C'est juste que la pression a augmenté. La pression rentabilité a augmenté. Et les gens d'aujourd'hui, surtout les plus jeunes, ce qu'ils veulent, c'est du quick. Il faut que ça marche. Maintenant. Puis ça, c'est comme le grand défi des franchiseurs. Ça, c'est nouveau, on en parlait tantôt. Tu parlais des valeurs aussi. Est-ce qu'il y a des nouvelles valeurs qui sont demandées ou imposées par les franchisés? Imposer... le choix va venir. Tu sais, exemple, si quelqu'un regarde ça, par exemple, j'ai des franchiseurs qui reçoivent des candidats qui disent « Moi, la friture, c'est contre mes valeurs. Moi, la viande, c'est contre mes valeurs. Moi, c'est ci, moi, c'est ça. » Tous ces aspects-là, on n'avait pas bébé ça avant. Là, tu commences à avoir beaucoup ça. Donc, les gens vont faire des choix en fonction de leurs valeurs, beaucoup plus qu'avant. Donc, ça influence aussi le type de franchisé, le type de marketing. C'est fou là, ce que ça fait. Est-ce qu'il parle d'inclusivité? Ben, je sais pas. En franchise, ça... Pas encore. Non, c'est pas la grosse... C'est pas une histoire, ça. Non, c'est sûr qu'en restauration, il y a beaucoup d'hommes franchisés par rapport aux femmes. Ben, je pense que c'est une question juste de capacité d'intégration, puis tout ça. Mais on a beaucoup de femmes partenaires avec les franchisés. Mais en restauration, il y a un petit peu plus d'hommes, on s'entend. Il y a des catégories qui c'est plus hommes, comme le fast-food va être plus hommes. J'ai rencontré beaucoup de gens récemment parce que j'ai mis des restaurants en vente et compagnie là, donc et beaucoup de franchisés sont venus me voir et il y en a beaucoup, en tout cas ils se disaient franchisés et il y avait beaucoup de cash. Et là j'étais là, j'ai dit mais ils ont pas compris le système de la franchise, tu peux pas avoir de cash dans une franchise. Est-ce que c'est encore quelque chose qui circule beaucoup? De moins en moins, mais malheureusement il y a une couche de franchiseurs qui sont dans ce modèle-là encore. C'est complètement fou, là. Ça, c'est les promoteurs, c'est souvent des gens qui viennent d'autres environnements. Okay. C'est les franchiseurs qui ont un modèle qui fonctionne avec le cash? Ouais. Et qui le vendent comme ça? Ouais, ça fait partie de la conversation. C'est pas sur papier. Oui, bien sûr. Mais... Ou le franchiseur va tolérer des pratiques qui sont même contre lui, mais c'est pas grave parce qu'il va se reprendre ailleurs. Le franchiseur ne se rend pas compte que demain matin, il veut revendre ça, ça vaut rien. Puis le franchiseur, ben ça dépend. Il y a des franchiseurs, exemple, qui ont des cuisines centrales, qui vont faire des prix à leurs franchisés, sachant pertinemment bien que les franchisés vont retirer vont faire des ventes cash, vont faire des prix qui leur revendent plus élevés. Fait qu'ils vont aller se refaire ailleurs. C'est un cercle vicieux. Et il y a certaines franchises qui, malheureusement, ont encore c'est une culture, une sous-culture, mais ça a tendance à disparaître. Il faut dire aussi que si tu joues à ça comme franchiseur, tu peux te faire pincer solide parce que l'impôt, c'est pas juste les franchisés qu'elle va aller chercher. Elle va aller chercher tout ton réseau. Puis on l'a déjà vécu il y a quelques années avec DS pour un réseau. On a vu ce que ça a fait. Le réseau a pratiquement disparu, on entend le dire. Parce que quand tu es franchiseur, est-ce que tu es responsable? Non, tu n'es pas responsable des franchisés parce que c'est leur compagnie. Mais c'est ton nom. Ouais, mais c'est parce que ces compagnies-là vont être impactées par des pénalités. Ouais. Et devine ce qui va se passer. Ils ne pourront pas payer, ils vont tout fermer. Ouais. Fait que tu sais, c'est un jeu de chat et de souris qui est complètement ridicule. Ça encore existe, là, un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Mais tu vas être surpris peut-être ou peut-être pas. Mais quand je parlais à ces gens-là, il y en a beaucoup qui ne savaient pas ce que c'était la TVQ TPS. Ouais. C'est quand même fou, quoi. T'es là, t'as pas l'air surpris, Stéphane. Non, mais c'est parce que je mets des visages. Ces personnes avaient déjà 3 ou 4 unités. C'était complètement puis, fou, quoi. C'est ça, ben oui, c'est sûr. Ils savent ce que c'est un MEV? Non, c'est chose. Ils attendent que le gouvernement vienne. semblant de comprendre que c'était. Ils attendent que le gouvernement vienne. Ouais. Puis ils vont essayer de dealer. C'est ce qu'ils font. C'est fou. Ils vont dealer avec. Ils vont dire, OK, c'est quoi ma pénalité? Non, peux-tu payer un peu moins? Puis ils vont recommencer. Mais malheureusement, il y a dans certains domaines, dans certains coins où on le voit plus que d'autres. Oui, parce que c'était un modèle des années 70. Business où tu faisais du cash et c'est comme ça que tu gagnais ton argent. Mais aujourd'hui, c'est comme tu dis, tu peux plus revendre. C'est un risque énorme auprès du gouvernement. Fiscal, c'est un gros risque. Puis, et tu dors pas. Si t'as un peu de foi en toi, tu dors pas. Ben, c'est ça. Mais
Bon. Qu'est-ce que... Ça, c'est Oui, c'est ça, le côté plate, là, mais il y a toujours un côté noir dans ça. c'est quoi ton parcours? Ben moi, je suis gradué de MBA en 85, j'avais 25 ans. Je suis tombé en amour avec la franchise avant ça. Puis c'est drôle parce que mon grand-père était franchisé Chrysler, dealer Chrysler. Puis lui, c'était un 4e année forte. Et il y avait un vieux contrat de franchise. Puis là, Chrysler l'avait appelé parce qu'il voulait lui faire signer un nouveau contrat, on a quelque chose pour toi, là, c'est extraordinaire. Grand-père étant ce qu'il est, entrepreneur dans son genre, il dit « Hey, c'est toi l'intelligent, là. Fait que viens avec moi, on va aller voir. » Fait qu'on s'est ramassé à Windsor. Puis j'ai vu le show business de ça, mais j'ai vu aussi le contrat de franchise qui avait comme 6 pouces d'épais versus son 2 pages. T'sais. Fait qu'il y avait un vieux contrat. Et puis, fait que là, il me regarde, tu signerais-tu ça, toi? Je dis non. Fait qu'il dit correct, on s'en va. Fait que ça. Mais ça m'a fasciné. Après ça, j'ai voulu comprendre ce monde-là. Fait que quand j'ai fait mon MBA, j'ai fait des stages et aussi mes projets dans la franchise. Ça me fascinait. L'idée de mettre deux entrepreneurs, plus ou moins, là, ensemble. Ils vont faire quelque chose, mais différemment, parce que chacun a ses objectifs, mais on a un objectif commun. Ça me fascinait. T'avais déjà une idée que tu voulais te spécialiser dans la franchise de restauration ou Non. Mon premier employeur, moi, c'était Centre du Rasoir. OK. Alors, je suis gradué MBA, je débarque là, on avait une subvention dans le temps pour embaucher des jeunes gradués parce que ça n'allait pas bien dans l'économie. Moi, je suis rendu directeur du marketing. J'avais un budget, les ci, les ça, d'une petite franchise locale. J'ai appris des choses là que je peux. Là, on sortait de l'école, c'était le cas de le dire. Puis après ça, j'ai appris quoi pas faire en franchise. Parce que je suis allé sur une chaîne que vous avez peut-être connue, qui s'appelle Fritz. Moi, j'ai connu, c'est des hot dogs, des poutines, etc. Ça se voulait le nouveau McDo, mais j'ai connu la dernière année et demie de Fritz, où, dans le fond, l'apogée était à 52 franchises, avec le mauvais modèle d'affaires, des projections, des gens, beaucoup d'argent. Des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui plaçaient ça, puis que, en tout cas, c'est un modèle d'affaires qui était déficient, avec des performances hyper déficientes, mais j'ai appris quoi pas faire. Et ça m'a aussi fasciné. Parce que j'ai vu ce que ça fait comme l'effet chez les franchisés. Là, j'ai dit, comme franchiseur, tu as une responsabilité morale. Peut-être pas économique, mais tu as une responsabilité morale. Ta responsabilité, c'est de tout faire pour que les franchisés réussissent. Donc, moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. J'étais un gars d'intégrité, de cœur, puis tout ça. Et ça m'a marqué. Puis là, j'ai dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis c'est venu comme naturel. Je suis resté dans ce domaine-là. Et j'ai eu la chance de travailler avec des franchiseurs, quelques franchiseurs, et d'être moitié de ma carrière, j'étais président de réseau. Fait qu'à un moment donné, c'est moi qui mène. Hein? Fait que c'est toi qui prends ces décisions-là. Fait que tous ces concepts-là, ces valeurs-là, ça m'a habité longtemps. Puis, quand j'ai décidé de retirer, là, suite à ce qu'on avait vendu l'entreprise, j'ai décidé de retirer de la vie corporative. J'ai décidé de faire du conseil. Là, j'ai trouvé ça difficile, les 2-3 premières années. Très difficile, parce que, je ne savais pas comment positionner. Moi, j'étais un ancien PDG. Fait que tu débarques chez un client, puis tu joues au PDG, ça ne marche pas. Je ne savais pas vraiment comment me positionner. Puis, de fil en aiguille, je me suis mis à apprécier, à changer de rôle. Alors maintenant, depuis plusieurs années, je suis vraiment dans je suis dans une étape, pas juste de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle, où je dirais que c'est le wisdom qui compte et non pas le make it happen. Mon plaisir, c'est de voir mes clients le faire et réussir avec. Donc, c'est plus moi le faire. T'sais. Donc, c'est là que je suis devenu beaucoup plus coach. Fait que, si tu regardes ma pratique, j'ai une partie consultation. Quand on devient franchiseur, il y a une partie consultation assez technique, assez montée. Mais le gros de mon travail, c'est du coaching. Je coach des entrepreneurs qui deviennent franchiseurs, puis je coach des franchiseurs existants à monter d'un étage, puis faire de la croissance. Alors, c'est quoi la différence entre le consulting et le coaching? Le consulting, c'est plus technique. Donc, on va faire, exemple, en consulting, on va faire la stratégie, on va s'assurer qu'on a l'ensemble du modèle d'affaires bien adéquat. On va monter le processus et développer le processus de recrutement, le manuel d'exploitation, le branding, ici, là, ça. Donc, c'est plus l'aspect consultant, ça. T'sais. L'autre aspect, c'est de dire, toi, l'entrepreneur, il faut que tu deviennes un franchiseur. Tu as choisi de devenir franchiseur, ben, c'est plus le même métier. Ensemble, je vais te le montrer, tu vas l'apprendre, puis je vais t'accompagner là-dedans. Puis, dépendant des niveaux, ben, le métier est aussi complexe, peu importe le niveau. Là. C'est juste que quand tu es en plus gros réseau, la complexité n'est pas la même.
Et les enjeux ne sont pas les mêmes. Souvent, je dis à un franchiseur, tu sais, quand tu as 50 unités, tu fais une erreur, tu fais 50 erreurs. Alors, il faut que tu apprennes à réfléchir différemment. Il faut que tu apprennes à développer une gestion différente, une façon de travailler avec tes franchisés qui n'est pas comme, c'est pas tes employés, mais en plus, c'est comme comment tu vas les aider à réussir. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce qui va changer la donne? Tu sais, et ça, c'est des choses que tu n'apprends pas ça nulle part. Moi, je l'ai appris à coups de cicatrices et à coups de batte dans les lunettes. Puis, je partage ça, mais en même temps aussi, on dirait que plus je travaille des clients, plus je découvre des choses extraordinaires que je n'avais pas découvert avant, que je peux implanter avec mes clients. Fait que ça, c'est super le fun. C'est ce dont tu vas parler dans ton livre? Dans mon livre, je parle beaucoup du leadership en contexte de croissance. Un franchiseur, ça réussit. Il y a 3 variables. Ce que j'appelle la compétence en franchisage. Ça, c'est l'aspect qu'on pourrait dire technique du métier. Il y a la capacité d'être un leader de connexion, donc de connecter avec ton monde. Ça, c'est super important. Et l'autre portion qui vient appuyer tout ça, c'est est-ce que tu développes la confiance ou non? Donc, tout l'aspect de développement de la confiance. Ces 3 variables-là, ces 3 piliers-là, si tu veux, quand tu les mets ensemble, ça fait une équation qui fonctionne à tout coup. C'est juste que c'est cette équation-là qu'il faut bâtir. Puis chaque franchiseur a un peu sa recette à lui, qu'on met dans les 3 variables, puis on les met ensemble. On ne manage pas un réseau de franchise. On lead un réseau de franchise. Complètement différent. Manager, c'est les dictats, les procédures, les normes, les ci, les ça. Quand on est un leader en franchise, on lead des gens. On ne lead pas des choses. Donc, ces gens-là sont des partenaires d'affaires qui ont besoin d'être accompagnés, sécurisés, développés, écoutés. Des fois, moi, personnellement, j'ai vécu des histoires que jamais j'aurais pensé vivre dans une relation d'affaires. Mais quand c'est un partenaire franchisé, tu l'as avec toi pendant 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il s'en passe des choses. Puis ça, faut que si tu es là, ben, ça ne veut pas dire que tu vas tout régler ses problèmes. C'est pas ça le point. C'est que tu es là, tu reconnais ça, tu es capable de l'aider. Tu sais, exemple, franchisé qui passe à travers un divorce, je peux-tu te dire une affaire? Que son unité, ça ira pas bien. Tu as deux réflexes. Ou tu dis, je sors le contrat, puis je mets ça, tic, 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 puis tu veux dire, je te le dis, là, t'es pas correct là, c'est un défaut au contrat de franchise, puis là, tu commences à jouer, ce que j'appelle à jouer à l'avocat, là. Ça, et là, tu es sûr que tu auras une chicane. Ou tu dis, waouh, ça, c'est pas évident à passer à travers, puis tu dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Puis souvent, c'est pas grand-chose. Moi, je fais de la simplicité. Je rends la complexité plus simple, mais pas simpliste. Ça, je l'ai piqué, ce mot-là. Je l'ai pas oui, c'est très beau. Mais c'est ça. Et puis, en franchise, c'est souvent ça. Puis, pour les entrepreneurs qui vont donner franchiseur, même avant, là, j'oublie le modèle économique, la première conversation qu'on a est souvent basée sur quoi tu veux faire de ta vie. Et non pas qu'est-ce que tu veux faire de ta business. Parce que le jour où tu deviens franchiseur, tu viens changer de rôle dans ta vie. Les franchisés et les franchiseurs avec lesquels tu travailles, est-ce qu'ils travaillent en dehors du Québec aussi? J'en ai quelques-uns. Est-ce qu'il y a une différence entre le Québec et les autres provinces? Oui, j'oublie l'aspect technique, là, le légal, puis l'histoire de traduction, puis tout ça. Oui, culturellement, c'est complètement différent. Donc, c'est un autre challenge. Fait que la recommandation que je fais toujours, tu vas pas... Tu restes sur ton marché primaire. Non, mais c'est... Avant d'aller ailleurs, pose-toi donc la question. 1, as-tu vraiment couvert ton marché de façon adéquate? Et 2, si tu utilisais ton génie là, pendant 3-4 minutes, tu pourrais-tu développer un autre réseau d'un concept, pas compétitif, mais d'un concept qui pourrait être porteur dans le marché du Québec? Pourquoi? Parce que quand on décide d'aller national ou même au US, parce que j'ai des deux, là, on n'est pas sur le même code. On est ailleurs. Il faut avoir du temps. Il faut mettre du temps, de l'argent, du temps. C'est extrêmement complexe. Pas parce que les gens sont méchants de l'autre côté, c'est juste que culturellement, on est ailleurs. Et est-ce qu'à l'inverse, tu as des clients qui viennent de l'Ontario ou des US pour s'implanter au Québec? Ou c'est quelque chose que tu ne touches pas? Ça me touche, mais ça me touche... Je vais dire ce que je pense. Malheureusement, notre gouvernement actuel n'a pas compris ce que c'est préserver le français. Ils ont créé des lois qui font fuir les gens d'autres langues. Point final à la ligne. Ils n'ont vraiment pas compris ce que c'était préserver le français. Préserver le français, c'est pas mettre des lois de « t'as pas le droit de venir si tous tes contrats sont pas en français ». Il faut que tu fasses signer des contrats en français. Imaginez-vous, là, vous êtes francophone, vous. Là. Vous allez dans un autre pays qui est en
anglais, vous transigez en anglais, et cette personne-là va dire, non, il faut que tu signes ou en chinois ou en allemand, il faut que tu signes le contrat en allemand. Parce que je ne connais pas l'allemand, je ne sais pas ce que c'est. Fait, faut, moi, je peux ça. C'est ça qu'on demande à nos gens actuellement. C'est complètement ridicule. Moi, le jour que toi là est arrivé dans le portrait, 3 ou 4 franchiseurs que j'étais en démarche avec eux pour qu'ils viennent au Québec, sérieux, là, des franchiseurs sérieux qui avaient des nouvelles choses à proposer, ils ont dit « Forget it, Steph! On va aller aux États-Unis à la place. » Ça, c'est malheureux. C'est malheureux là, parce que notre gouvernement actuel ne comprend pas c'est quoi ça, protéger quand tu viens de l'Ontario, c'est plus facile d'aller aux États-Unis que d'aller au Québec. Absolument. Déjà, il y a le MEV qui fait... Le MEV, ça, c'est une autre histoire. oui, ça, c'est compliqué parce que tu n'as pas les mêmes logiciels. Les gens, ils ne pensent pas. Les gens qui ne sont pas du milieu ne le savent pas. Mais tu ne peux pas avoir n'importe quel logiciel POS système qui fait ta caisse. Non, puis souvent, ces gens-là sont intégrés dans les systèmes de gestion. Alors, tu dis, hop, là, c'est ça. Ouf, c'est compliqué. Le MEV, pour ceux qui ne sont pas de la restauration, c'est la boîte noire qui lie toutes tes ventes au gouvernement. C'est ça. Et ça, je vais apporter un point politique, mais c'est une boîte qui ne sert à rien du tout. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Moi, j'ai 2 questions comme ça là, qui m'ont un peu interpellé récemment. Tu n'es pas obligé de répondre. L'achat de Ashton, de la banquise. Ouais. Est-ce qu'il y a une logique? Je ne vois pas la logique au niveau de la franchise. C'est drôle parce que je connais les propriétaires d'Ashton. J'ai travaillé avec leur père. Le fils, là, j'ai travaillé avec son père, qui malheureusement est décédé et tout ça. Et il y avait la cantine Tiwi. J'ai mangé chez Tiwi, moi. Donc, je travaillais avec ces gens-là. Donc, Ashton, à Québec, c'est comme je dirais un safe bet. T'sais, pour les gens de Québec, c'est ce qu'ils connaissent. De décider d'acheter la banquise, personnellement, je pense, il y a 2 façons. Ou tu dis, je vais apprendre du marché, ou tu as été séduit par une opportunité. Donc, si tu as joué juste sur l'opportunité, tu perds ton temps. Je trouve que c'est très prématuré parce qu'ils viennent à peine de prendre contrôle. Ils sont en plein processus de redesign de leur image, de réintégration d'image et de vouloir démarrer en franchise. Ils ne sont pas encore en franchise, ils sont corporatifs. Donc, démarrer en franchise, ça va nécessiter beaucoup de ressources de leur part. Là, ils font une acquisition dans un marché qu'ils connaissent ni de blanc ni de noir. Pour des gens de Saint-Raymond, là, quand tu débarques à Montréal, c'est pas la même chose que pour le gars de Hochelaga quand il débarque à Montréal. On est ailleurs. T'sais. Donc ça... C'est un autre concept, parce qu'ils ont promis de garder le nom La Banquise avec le concept. Ah ouais. Donc, je comprends pas. Ah, ok, d'accord. Peut-être qu'ils ont juste voulu se faire plaisir. Ils ont voulu se faire plaisir, mais c'est une des fois, c'est une opportunité d'affaires. Ils vont dire, ah oui, ça va être bon pour nous autres, puis on verra. Mais bon, je trouve que c'est une diversion. Un des secrets des franchiseurs à succès, là, focus. Focus. C'est qui est le plus dur à avoir. Ben oui, parce que t'es entrepreneur, tu vois des opportunités partout. Tu sautes de partout. Oui, c'est ça. Donc, tu perds aussi partout. Donc, oui, avec mes clients, souvent, on revient sur le focus. Et c'est frustrant, parce que tu dis, ah oui, mais là, on peut faire ça. Non, t'es pas focus. C'est super dur pour un entrepreneur d'être focus. Ben oui, c'est ça. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont un focus et qui ne lâchent pas. T'as un petit conseil pour Elon Musk qui doit nous écouter? Ouais, mais c'est une autre lui, c'est un dimension. Le deuxième truc qui m'a un peu interpellé, c'est... Qui nous a beaucoup interpellé là. Oui, qui nous a beaucoup interpellé. Je vois venir ta question. C'est Juliette et Chocolat. Alors, Juliette et Chocolat qui fait faillite. Alors, je sais pas, 8 succursales, quelque chose comme ça, qui n'est pas une franchise. Elle était franchiseur. Ah, je pensais que c'était eux qui avaient tous les... Non, il y en avait une. Ah, ok. Peut-être 2. Et ils ferment faillite. Et là, quelques mois plus tard, mais pas beaucoup plus tard. Quelques semaines plus tard. 2 mois. Alors que on est toujours une faillite, ça prend du temps à régler tous les dossiers, tout ça. Et ils rouvrent sous le même nom. Et cette fois-ci complètement en franchise. Là, moi, ça m'interpelle parce que je dis, c'est quoi l'intérêt pour les deux? Alors, je comprends le franchiseur, opportunité, peut-être de... Mais le franchisé, c'est compliqué, non? T'es pas obligé de te prononcer si... Non, mais quand même, c'est malheureux. Je pense qu'il faut faire quand on regarde un échec, il faut regarder les vraies raisons. On parle du financement là, dans ce dossier-là, qui a été ça. Probablement que c'est une des raisons. Mais on peut se poser d'autres questions aussi. Juliette et Chocolat, c'est un vieux concept. Ben oui. C'est ce que disait le millionnaire
millionnaire, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a exagéré, je trouve qu'il est allé un peu trop loin dans son show business. Mais c'est son show business. Mais il n'a pas tort quelque part s'il n'y a pas de site internet, pas de vente. Pas de vente en ligne. Pas de vente en ligne. Non, c'est un vieux concept. Les propriétaires vont tout faire pour que ça fonctionne, là, ça je suis conscient. Puis c'est correct. Le point, c'est quand on va vers la franchise, il faut être solide financièrement. Parce qu'un franchiseur pauvre, ça fait des franchisés pauvres. Puis ça, je l'ai vu trop souvent. C'est comme si on avait l'espoir que la franchise va amener la rentabilité qu'on recherche. Quand je regarde un client, moi, je dis, premièrement, il faut que tu réussisses avant de franchiser. On franchise pas pour réussir. Parce que si toi, tu n'es pas capable de réussir, comment veux-tu être crédible, solide, avec un réseau de franchisés qui vont te regarder et vont dire, « Hey, toi, tu n'as pas réussi. Qu'est-ce qui va faire que moi, je vais réussir? » Alors là, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est que tu vas avoir des gens qui vont acquérir des franchises. Puis je ne fais pas mon domaine, là. Probablement quelques-unes. Et malheureusement, the shit is going to hit the fans twice. Parce que le franchiseur, malgré toute sa bonne volonté, puis je ne dis pas que les propriétaires sont de mauvaise foi, c'est qu'ils ne comprennent pas la franchise. Si tu fais ça, tu te mets dans le trouble en partant. C'est des morts-nés que tu vas mettre en place. Alors, ces gens-là qui vont mettre des sous, puis des vrais sous, là, c'est pas donné. Ils achètent un concept qui est vieillissant. Il n'est pas à la page, là, ce concept-là. Il a été à la page pendant quelques années, mais là, c'est le temps de revamper avant de repartir. Donc, il faudrait que tu remettes en place un nouveau concept, refaire ta job comme il le faut, prouver que c'est rentable, faire quelque chose. De là, tu peux peut-être être crédible pour dire, bon, on a une marque, on est connu, on est reconnu, voici le nouveau concept, pour toutes les bonnes raisons que j'expliquais tantôt, puis voici notre proposition dans le marché, puis on peut y aller. Tu sais, en franchise, un concept, ça vieillit quand même. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, un franchiseur en restauration, il faut qu'il propose probablement à tous les 5-7 ans un nouveau concept au marché et les plus vieux vont se rénover pour s'intégrer au nouveau concept. L'exemple le plus pétant, c'est McDonald's. Il ne faut pas être fou, là. C'est McDonald's, ils ne sont pas fous là, dans ce qu'ils ont fait. Ils savent que le burger est en train de tomber. Ils ont travaillé sur le café comme des malades pendant des années. Et là, ils ont dit, OK, on est prêt. Boum! On fait des cafés. Puis maintenant, c'est des McCafé avant des McDonald's. Et là, ils sont en train de travailler, j'ai vu un concept, McCosmos, là, ça, où c'est juste des breuvages. Ça, c'est des franchiseurs qui comprennent la réalité de la franchise. Je ne veux pas dire qu'ils sont parfaits, mais ils ne resteront pas statiques. Puis un franchiseur qui reste statique, ça meurt. C'est quoi l'exemple le plus emblématique d'une franchise réussie? Est-ce que c'est McDonald's? Je pense que celui-là, c'est une franchise qui perdure dans le temps. Ça, on peut quand même le dire. Là. C'est coûte cher d'en acquérir un quand même. Ça, c'est pas donné. 5, un truc comme ça? Oui, même aujourd'hui, peut-être un peu plus. Là. Mais je pense que ça, c'est l'exemple d'un franchiseur qui perdure dans le temps et qui est devenu, comment je vais dire ça, très stratégique, très gros. Quand on connaît un peu McDonald's, ce que les gens comprennent moins, c'est que McDonald's, c'est une culture. Oublie le fast-food, oublie ci, oublie ça, c'est une culture avec les franchisés. Les franchisés McDonald's ont du ketchup dans les veines. C'est ça qu'ils disent, eux autres. Là. C'est que l'ADN de McDonald's, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ces franchisés-là soient dans l'ADN McDo. On parlait des valeurs, tout, là. Tu parles d'un franchisé McDonald's, tu parles d'un autre, tu parles d'un autre, puis un autre. Le discours, il ne sera pas beaucoup, il ne variera pas. T'sais. Eux ont réussi ça, et c'est ça qui fait qu'ils peuvent se propulser dans l'avenir, puis continuer malgré toute l'adversité qu'ils ont vécue, parce qu'il y en a eu des phases super dures. Ils sont passés à travers, et ils vont encore passer à travers. Parce que c'est des gens qui ont de la vision, puis des franchisés partagent ces mêmes réalités-là. Là, aujourd'hui, ils ont tout un autre défi, là, c'est que ces premiers franchisés-là, tout ça, ils ont vieilli, tout, là, ils sont dans la relève, et la relève, elle est multiculturelle, donc eux aussi, il faut qu'ils s'adaptent. Parce qu'avant, on s'entendait, là, on s'entend à McDo, là, c'était assez straightforward, même genre de monde, même genre de même genre de profil. Là, aujourd'hui, ça a changé beaucoup. Mais ça, c'en est un qui a perduré dans le temps. Aujourd'hui, des exemples en restauration qui fonctionnent très bien, que je connais. Moi, je regarde Poulet Rouge, qui ont réussi là où plusieurs ont échoué. Ils sont en grosse croissance. C'est des clients à moi, là, mais ils sont en grosse croissance. C'est quoi le concept, l'élément clé du concept de Poulet Rouge qui fait qu'ils ont réussi? Ils ont deux choses. Ils ont un bon coach.
Non, mais le coach, ça, il avait réussi un peu avant. Là, fait que le coach, ça, c'est pour les aider à aller à l'autre niveau. Mais non, l'idée, je pense qu'eux ont compris quelque chose qu'on peut perdre de vue très rapidement. Le client, avant tout, il faut qu'il en ait pour son argent. Alors, eux travaillent sur la valeur. Okay? Oublie le reste, là. Tout ça, c'est de la technique, c'est de l'apprentissage. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont une équipe extraordinaire dédiée. Mais le client, quand il consomme poulet rouge, il est content. Et ce contentement-là, il est comme, c'est un peu comme un virus. Ça se propage très rapidement. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ils ont une culture d'entreprise qui se renforce de jour en jour, là, parce que leur leader, c'est un super gars qui vraiment là, qui est fort, Moussa. Mais la culture d'entreprise est de plus en plus axée sur les valeurs et ci et ça. Parce que c'est pas l'argent qui est le problème dans cette chaîne-là. C'est s'assurer que tout le monde suit avec les bonnes valeurs, puis tout le monde intègre les nouveautés. En plus, il y a un modèle d'affaires qui est un peu qui est dans le nouveau genre, c'est-à-dire des franchisés multi-unités et pas beaucoup de franchisés solo-unités, parce que ça aussi, c'est dans le nouveau genre dans la franchise, là, parce que les franchiseurs ont compris que des fois, un peu moins de personnes à travailler avec, qui ont quelques unités chaque, ton impact peut être plus rapide que de continuellement travailler avec des franchisés individuels. Mais leur modèle d'affaires se prête très, très bien à ça. Alors ça, c'est un exemple d'un franchiseur d'aujourd'hui là, qui a compris des affaires. Puis si tu regardes Poulet Rouge, tu regardes l'image, tu regardes ça, tu regardes la techno, tu regardes la capacité de servir rapidement, etc., et la constance en qualité, tu n'as pas beaucoup de variations. Combien d'unités ils ont? Là, ils sont à presque 40. Ils vont grossir en Ontario, grossir encore au Québec. Là, je peux pas, je ne sais plus du chiffre, là, mais ils vont être. Ça va être un réseau majeur au Québec et au Canada d'ici peu d'années. Est-ce que leur objectif, c'est d'être acheté par MTY ou Foodtastic? Aujourd'hui, je pense pas que c'est dans leur monde. Non, c'est pas ça. Puis je pense pas que c'est. Tu vois. Ces gros groupes-là ont des qualités, mais ont aussi beaucoup de défauts. Fait que des fois, ça dépend de ce que tu veux comme relation après, dans le futur. Si tu t'en vas, c'est pas grave, mais ça dépend aussi. Il faut quand même passer aux franchisés. Et cette culture, bien, comme eux autres, comme d'autres, j'en ai d'autres. J'ai des clients qui vont avoir 100 unités là, dans les prochaines 5 ans. C'est sûr que tu regardes toujours un peu comme franchiseur, c'est quoi, moi, ma stratégie de sortie. Ces groupes-là sont intéressants, mais il y a d'autres choses qui s'est pointées à l'horizon depuis quelques années. C'est les fonds d'investissement, qui d'ailleurs supportent les gros franchiseurs, mais souvent, c'est des fonds d'investissement qui vont être dans un type, qui sont plutôt low profile, et qui vont même faire des deals d'affaires où ils vont conserver le management pendant peux-tu rester, puis etc. Mais beaucoup de fonds d'investissement maintenant ont compris que la franchise, c'est un placement qui peut être extrêmement rentable pour eux. Parce que les multiples d'évaluation maintenant sont rendus très, très hauts. Fait que c'est vraiment intéressant. On va pas te retenir plus longtemps. Merci pour tout, pour ton temps. On finit sur les fonds d'investissement. Ouais. C'est un peu déprimant. Oh là là! Oh là là, ce sera un autre épisode peut-être de duo. Non, on ne fera pas. On ne fera pas l'épisode sur les fonds d'investissement. Merci pour tout, Stéphane. Ben de rien, Merci ça beaucoup, fait plaisir. super. Merci beaucoup, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et, vous devriez l'écouter quoi qu'il arrive cet épisode parce que si vous voulez être en franchise ou devenir un franchiseur, c'est vraiment important que vous connaissiez l'état d'esprit et toutes les procédures. Merci à vous. Si vous voulez nous regarder, on est sur YouTube. Si vous voulez nous supporter, on est sur Patreon. Et si vous voulez savoir l'actualité dans le jus, on est sur Instagram. Ciao. Ciao, ciao. Bye.